Bienvenue sur le plateau de Parole de l'Élu. Nous recevons aujourd'hui la vice-présidente du Conseil régional du Grand Est en charge de la vie associative, Elisabeth Degenini. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va préciser que vous êtes également conseillère communautaire et adjointe à la ville d'Épinal. Femme de droite, européenne convaincue, longtemps affiliée aux Républicains, que vous avez quitté au moment où Éric Ciotti en a pris la présidence, sans aucun regret, j'imagine, à la lecture des événements de ces derniers mois. Oui, tout à fait, vous l'avez bien dit. Donc j'ai quitté en effet les Républicains. Je suis toujours cette femme de droite sociale, profondément européenne, totalement... Séguiniste, on peut dire séguiniste. Oui, bien sûr, c'est un héritage aussi. Et puis totalement hostile, bien sûr, aux extrêmes. Donc Éric Ciotti, pour vous, ça a été vraiment une erreur de casting, telle que vous l'aviez exprimée au moment où il est arrivé à la présidence? Oui, mais c'était aussi le résultat d'un cheminement où je ne me retrouvais plus vraiment dans ce qu'apportaient les Républicains. Et puis maintenant, cette femme de droite sociale qui trouve parfaitement sa place, à la fois dans l'équipe municipale, qui est composée d'élus de sensibilités extrêmement diverses, et puis aussi au sein de la majorité régionale, une majorité qui est composée bien sûr de républicains, de centristes, et puis aussi d'indépendants comme moi, qui n'ont pas d'appartenance particulière à un parti. Alors, on va parler évidemment longuement de vos différentes fonctions. Votre regard quand même sur votre ancienne famille politique et sur la droite en général. Quel état des lieux vous pouvez faire aujourd'hui? Alors, la droite, les Républicains se cherchent un nouveau président. La bagarre entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez fait rage. On les a vus à Épinal d'ailleurs, où vous étiez peut-être, je ne sais pas, non? Mais en tous les cas, quel est votre regard? De quoi a besoin la droite aujourd'hui? Je pense que la droite a besoin de retrouver ce côté d'une droite sociale qui a fait sa force pendant très longtemps. J'espère qu'elle le retrouvera parce que je crois que les présidentielles s'annoncent et on va avoir besoin d'un chef de file qui va avoir cette capacité à rassembler la droite et le centre. Je crois que ce que l'on va devoir affronter, cet homme devra porter un programme, devra porter des valeurs aussi, qui vont correspondre à cela. Et c'est un petit peu ça que j'attends de cette droite. Donc, qui n'est pas incarné clairement par les deux personnes qu'on a derrière nous, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, ne sont quand même pas de cette famille-là de la droite. C'est une droite un peu plus dure. Pour l'instant, oui. C'est pourquoi je continue de cheminer dans mon état d'indépendance de femme de droite. Alors, est-ce qu'il y a des gens, ceci étant, dans le panorama de cette famille-là très élargie qui trouvent un petit peu grâce à vos yeux? Est-ce que, notamment Édouard Philippe, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est un parcours qui vous intéresse? Tout à fait. Alors, laissez-moi le temps de continuer de regarder, de réfléchir, pour porter justement ce choix parmi les hommes qui vont commencer à se distinguer et apparaître. Choisir son candidat, c'est beaucoup de facteurs, c'est beaucoup de critères. Et j'espère que ce que je viens d'ailleurs de vous exprimer, cette nécessité d'un homme qui aura des valeurs, d'un homme qui aura un projet, et d'un homme qui sera capable de fédérer du centre à la droite. Alors pour boucler ce sujet, est-ce qu'il faut une large primaire, comme on l'entend régulièrement maintenant, à droite, du centre droit jusqu'à la droite modérée, ou en tous les cas la droite qui ne s'associe pas à l'extrême droite? Est-ce que pour vous c'est indispensable pour que la droite redevienne un mouvement de gouvernement? Alors, je pense que dire d'une manière catégorique et dans l'absolu, oui, il faut une primaire, c'est extrêmement compliqué parce qu'une primaire, ça va dépendre d'un contexte. Le contexte, on n'y est pas encore. Les présidentielles, c'est pas tout de suite. Tellement de choses peuvent se passer quand on voit la rapidité avec laquelle la société évolue et évidemment les politiques évoluent. J'ai envie de vous dire, on va regarder parce que là aussi, il y a du pour, il y a du contre. Alors autant une primaire interne dans un parti comme elle est en train de se passer au niveau des Républicains, pas de problème. Une primaire ouverte, on attend de voir. On attend de voir parce qu'il y a vraiment du pour et du contre. Allez, tout dernier sujet national, une réforme du code électoral est évoquée avec pourquoi pas le droit de vote à 16 ans, c'est quelque chose qu'on entend. Et puis le scrutin de liste intégral des communes de moins de 1000 habitants avec une incidence directe, c'est la parité. Donc autant de femmes que d'hommes, y compris dans un village de 90 habitants. Sur le papier, ça paraît une bonne idée. Est-ce que pour vous c'est réalisable? Est-ce que c'est souhaitable? Alors évidemment, sur le papier et même au-delà du papier, ce qui permettrait justement d'intégrer davantage les femmes dans la vie politique. Et c'est vrai que, par contre, comment dans des petites communes, on va pouvoir trouver les candidats, non pas parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles sont des compétences. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui sera difficile à réaliser. Mais
je crois que c'est quand même le début d'un chemin qu'il faudrait peut-être avoir avec cette parité obligatoire et peut-être aussi qu'avec cette notion de parité, les jeunes femmes se prépareront peut-être avant par un engagement associatif ou autre pour ensuite pouvoir dire oui à un engagement politique. Donc un signal qui serait lancé en fait. Voilà, il faut que ce soit, à mon avis, que ce soit le début d'un nouveau chemin. Et pour finir très rapidement sur le vote des jeunes de 16 ans, est-ce que c'est quelque chose, vous qui êtes en contact très régulier avec la jeunesse au sein de la vie associative dont on va parler, est-ce qu'aujourd'hui c'est intéressant de se dire qu'un jeune de 16 ans a la maturité peut-être nécessaire pour voter ? Moi, je trouve que c'est, bien sûr, on voit les jeunes qui sont notamment au Conseil régional des jeunes, mais le vote, pour moi, est quand même un engagement extrêmement fort. Il nécessite aussi un minimum de culture, peut-être, et un problème de maturité nécessaire pour que le choix le plus logique qui soit, même au regard de sa jeunesse, puisse être fait. Bémol. On a bien compris. Vous êtes donc la seule élue vosgienne, vice-présidente de la région Grand Est, puisqu'on va rappeler qu'il y a 10 vice-présidents des 10 départements de la région Grand Est. Vous êtes en charge de la citoyenneté, de l'engagement et de la vie associative. Photographie à l'instant T, on parle beaucoup de la vie associative, de la crise du bénévolat. Comment ça se porte ? Comment se porte la région Grand Est dans ce domaine ? Je veux déjà dire le rôle essentiel qu'ont les associations sur les territoires en ce moment. Hein. Vraiment, ils jouent un rôle de lien social, un rôle d'attractivité, un rôle d'éducation. En ce moment, on parle des problématiques de laïcité, éducation à la tolérance, éducation à l'engagement, etc. Donc, il y a du boulot, c'est sûr. Le rôle des associations est essentiel. Et comment pourrait-on imaginer une société sans association? Mais est-ce qu'il y a cette crise dont on entend parler partout? Est-ce que vous la ressentez? Et comment se matérialise-t-elle? Alors, en tant qu'élu régional, je parcours les territoires non-stop, en ruralité, à travers les différents départements. Alors, il y a une crise financière, c'est évident. Crise financière des associations, pourquoi ? Tout simplement parce que les collectivités sont contraintes, le monde économique qui apporte des subventions est contrainte. Crise de l'engagement, crise du bénévolat, non. Parce que les derniers chiffres le prouvent, et mes rencontres sur les territoires le prouvent aussi, que l'engagement bénévole est de plus en plus en évolution positive, notamment chez les 18-19 ans jusqu'à 40-45 ans. Par contre, c'est au moment de la cessation d'activité, alors qu'autrefois c'était là où l'engagement bénévole était le plus important, là, il y a une modification de parcours de vie. Alors, comment on développe cet engagement bénévole puisqu'il existe, mais peut-être aussi parce qu'il y a une autre conception de l'engagement bénévole. Jusqu'à maintenant, l'engagement bénévole était plus sur une vie associative tous les jours ou tout au long de l'année. Là, l'engagement bénévole chez nos jeunes est davantage un engagement sur le projet. Donc les associations sont très conscientes de cela et sont en train de travailler pour reconsidérer ce que pourrait être la vie associative, pour laisser la place à ces jeunes et adapter ce qui leur est capable de leur être proposé pour apporter la richesse de leur engagement à l'association. Donc tenir compte de ce qu'on appelle l'effet zapping aujourd'hui, c'est-à-dire que l'engagement est peut-être moins massif et moins profond, mais effectivement projet sur projet, ce qui pose aussi le problème de la présidence, de la gouvernance de ces associations. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui cherchent, des gens d'un certain âge qui cherchent des successeurs et c'est difficile. Comment fait-on ? Tout à fait, on est vraiment confronté à un relais dans ce domaine-là. Être président d'association, c'est extrêmement chronophage, c'est extrêmement lourd en responsabilité, et bien sûr. Et c'est pour ça que de plus en plus, et ça marche, on voit des associations qui optent sur des présidences partagées. Parfois 2, parfois 3 présidents, avec chacun des rôles extrêmement définis. Et on s'aperçoit que de territoire en territoire, ça prend davantage. Alors, l'acculturation à cette évolution est peut-être un peu plus compliquée quand on a affaire à des présidents ou à des engagés d'un certain âge, mais chez les jeunes, c'est quelque chose qui est complètement intégré à leur système, et je pense que ça va faire partie aussi de donner envie à présider une association. Et ça fonctionne, on se souvient de la phrase de Churchill qui disait que les bonnes décisions se prennent en nombre impair inférieur à 3, c'est-à-dire tout seul, clairement. Est-ce que vous pensez que ces structures bicéphales, tricéphales peuvent fonctionner correctement? Oui. Écoutez, moi on n'a pas le choix peut-être. Hein. Oui, on n'a peut-être pas le choix, mais c'est peut-être aussi au regard de l'évolution de la vie associative. Et quand moi je suis sur les territoires et que j'entends les retours de vécu, d'expérience de ces associations, je trouve au contraire que c'est très apaisant, parce qu'en plus chacun prend souvent le secteur de responsabilité qui est davantage en relation avec ses compétences. Et c'est
plein d'ouverture. Ça évite aussi de s'accaparer le pouvoir, cette notion de pouvoir quand on a 20 ans de présidence d'association. Non, moi je pense que c'est une richesse de la vie associative. Donc pour vous, ce n'est pas un tableau idyllique qu'on est en train de présenter, il y a quand même de vraies inquiétudes, ou est-ce que c'est juste une mutation de la façon de faire ? Je pense qu'on est en mutation. Je pense qu'on est en mutation, même pour le problème financier. Les associations, alors, les associations employeuses sont confrontées, elles, à d'autres problèmes, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'associations. Il y a des salariés, évidemment, en jeu. Il y a des salariés, donc là, il y a des responsabilités, des obligations de modifier l'activité. Dans l'association où il n'y a que des bénévoles, on peut modifier aussi peut-être l'objet de l'association, mais sans remettre en cause de la même manière. Après, ces difficultés financières forcent aussi les associations à imaginer autrement leur fonctionnement et à chercher à diminuer d'abord leurs dépenses et à revisiter la manière de vivre. Mais je crois que nous avons des territoires, le Grand Est, mais les Vosges aussi, le tissu associatif y est extrêmement développé. Ouais, alors le Grand Est est supérieur à la moyenne nationale dans ce domaine, et les Vosges sont supérieurs à la moyenne du Grand Est. Et culturellement, dans les Vosges, c'est quand même, il y a quand même 8000 associations, ce qui génère à peu près 30 000 bénévoles. Dans le Grand Est, c'est pas loin de 110 000 associations, c'est 450 000 bénévoles régulièrement engagés, plus d'1,7 million. Donc cette culture associative fait que, oui, il y a de grosses difficultés, oui, il y a un danger, mais le monde associatif est en train aussi de se prendre en main pour essayer de trouver des solutions. Hormis évidemment cette problématique des associations employeuses qui vont connaître en plus dans les mois qui viennent des difficultés certaines, ça c'est évident. Allez, il nous reste 5 minutes pour évoquer tous les autres sujets. Vous en êtes à votre 3e président à la région Grand Est, si je peux dire les choses ainsi. Après 2 Alsaciens, la méthode Franck Leroy, en quelques mots, ça vous va ? Ça me va parfaitement. Alors, ce n'est pas un Alsacien, mais c'est un bon président, un très bon président qui a un cap, qui porte son cap avec des projets adaptés pour améliorer la qualité de vie des habitants, pour le développement des entreprises et pour répondre aussi aux actions des différentes collectivités. Un président qui est très reconnu, qui est apprécié. Moi, je le vois dans mes déambulations sur les territoires. Très reconnu aussi au niveau des ministères. Et on a besoin d'un président de région qui soit influent, très reconnu aussi au niveau de nos pays transfrontaliers, parce que c'est vrai que les régions vont jouer de plus en plus un rôle important au niveau de l'Europe, et sachant nous déjà le travail important que nous avons avec nos régions, avec les pays transfrontaliers, que ce soit au niveau par exemple en ce moment de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, du numérique, etc. Donc un président avec lequel c'est très agréable de travailler aussi, parce qu'il est très à l'écoute. Donc cette région boursouflée, toutes les critiques qu'on entend habituellement, pour vous, elles sont loin de la réalité du fonctionnement de la structure aujourd'hui ? Cette région boursouflée qui est trop importante, qui éloigne la prise de décision ? Non, je crois que la proximité n'est pas un mot, la proximité du vécu. D'abord, la maison de région sur tous les territoires qui est vraiment la porte d'entrée par excellence. Et puis ces élus qui sont omniprésents, un président omniprésent, non. Vraiment, s'il y a bien un fil rouge dans cette région, c'est cette proximité, cette volonté de parole, cette volonté d'écoute et de dialogue. Alors, au niveau de la communauté de l'agglomération d'Épinal, vous êtes délégué à la vie étudiante. On va rappeler qu'il y a peu ou prou 75 formations aujourd'hui dispensées. Oui. 75, j'ai dit, 3000 étudiants, peu ou prou. C'est bien, on peut faire mieux, on est au taquet, on sait que la démographie va baisser. Voilà, compétence de la communauté d'agglo, 3000 étudiants, vous l'avez dit, démographie qui va baisser. Donc à partir de là, comment on fait pour renforcer l'attractivité de ce territoire via des formations d'enseignement supérieur extrêmement pointues, extrêmement spécifiques, qui répondent à l'évolution des métiers aussi, et puis aussi avec une qualité de vie de la vie étudiante, c'est-à-dire le logement, c'est-à-dire la restauration, c'est-à-dire les animations, qui vont faut jouer permettre... ces atouts-là, on ne sera jamais Nancy ou Metz, évidemment. Mais il nous faut maintenir ce pôle, ce positionnement de 3e pôle d'enseignement supérieur en Lorraine, et c'est bien tout le thème de ce schéma de déploiement universitaire territorial qui est porté par l'Université de Lorraine, qui a été construit avec les acteurs concernés, c'est-à-dire les établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire les lycées, c'est-à-dire les collectivités, c'est-à-dire l'AXU, et puis les acteurs économiques aussi. Des préconisations ont été faites, et c'est dans ce cadre que la communauté d'agglo vient de lancer le recrutement d'un directeur de la vie universitaire et de la vie étudiante, pour voir comment, justement, ces préconisations, on va les mettre en place, en améliorant encore avec de nouvelles formations. C'est quoi le logement étudiant demain ?
On a d'ailleurs sollicité un audit, sollicité l'expertise du Crous pour qu'il nous fasse un audit pour réfléchir sur le logement, etc., etc. Donc, les chemins sont ouverts pour être au rendez-vous d'une ville universitaire d'équilibre que doit être Épinal dès demain. Et Épinal, évidemment, transition toute trouvée, qui doit être une ville attractive d'un point de vue culturel et événementiel. Ça tombe bien, c'est votre casquette à la mairie. Alors, on va avoir les Imaginales qui vont arriver avec ces nocturnes, puis Rue et compagnie, avec une succession attendue d'Isabelle Sartori, dont on évoque ici l'énorme labeur effectué. Donc, il faut qu'il se passe des choses, évidemment, pour être attractif. Pour vous, il n'y a aucun danger par rapport à cela. Il n'y aura pas de larmes du rire à la rentrée parce que pas le temps de les organiser. Oui. Mais oui. il va falloir... Oui. Vous l'avez dit, l'attractivité d'une ville, c'est les commerçants, hein, et puis c'est bien sûr toute cette partie événementielle. Plus que jamais, les événementiels ont leur place. Tout à l'heure, on parlait de l'importance aussi de ce qui fédère, de ce qui unit, de ce qui attire. Les Imaginales, vous l'avez vu, les rues et compagnie, c'est parti. Les animations de Noël, c'est parti. Il n'est pas question de diminuer cette partie attractivité. D'abord parce que Épinal, c'est la ville du bien vivre aussi. C'est la ville où aussi on partage des moments de bonheur. Les animations y participent. Et comment on fait venir aussi des visiteurs de l'extérieur. Et moi, je vous assure, je fais le tour du Grand Est. Et quand je compare ma ville avec ce qui se passe, on peut être très fier de ce qui se passe à Épinal, dans cette ville du bien vivre. Dans le classement, effectivement, même si ça a un tout petit peu baissé, ça reste très haut. En haut de l'échelle. Ça reste très haut. Alors l'événementiel, c'est aussi du sport et du hockey. Ce dimanche, l'équipe des Wildcats a été sacrée championne de France de D1. Le grand sujet du moment, c'est cette structure de la patinoire de Poissompré, 2500 places, qui est arrivée un petit peu au bout de ce qu'elle pouvait proposer, puisque ce dimanche, on aurait pu mettre sans doute 5, 6, 7 000 personnes. Là encore, on est vraiment sur de l'événementiel. Vous soutenez cette idée de faire une deuxième glace et une tribune. On sait que Michel Henrich, qui lui est convaincu, doit convaincre les élus communautaires pour qu'on aille au-delà des études et qu'on se projette rapidement. Écoutez, on ne peut que s'associer à ce formidable élan populaire. On sait tout ce qu'on va trouver à la patinoire. Hein. C'est le plaisir du spectacle, mais c'est aussi ce plaisir partagé d'un bonheur qui se répand de partout. Pinalien. Il y a on cette est culture. tous amoureux du hockey. Qu'on comprenne le sport ou pas, le spectacle est superbe et l'ambiance est un partage de chaleur humaine. Alors c'est vrai qu'on peut rêver même dans l'impossible parce qu'on connaît le contexte financier actuel. Hein. Je crois que le président de l'Aglo le sait mieux que jamais. On a envie de rêver de tout cela. Après, est-ce possible ? Alors, c'est plus un rêve, hein, d'après ce qu'on a compris, l'étude est en cours, il faudra suivre tout cela. Mais je ne connais pas les résultats de l'étude. On verra ça, elle est en cours comme je le disais. Des municipales sont organisées évidemment l'année prochaine. Est-ce que, Elisabeth Delgeni, vous avez envie d'y être ? On sait que Patrick Nardin a déjà fait acte de candidature pour se succéder à lui-même. Vous serez sur cette liste, vous en avez envie ? Alors, Patrick Nardin s'est exprimé, bien sûr, hein, et on est plus qu'heureux qu'il soit candidat aux prochaines élections municipales. Alors, on va le laisser construire sa liste. Vous savez, j'aime passionnément ma ville, intrinsèquement cette ville. Elle m'a beaucoup, beaucoup donné. Les chemins pour la servir sont nombreux. Donc, quoi qu'il en soit, je m'engagerai et je continuerai de servir ma ville. Elisabeth Delgeni, vice-présidente du Conseil régional Grand Est, était notre invitée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve pour ce qui nous concerne dès lundi prochain. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bonne semaine donc.